Le soleil brillait doucement sur la verdure du village de Gossington, sa chaleur filtrant à travers les voiles vaporeux des nuages du solstice d'été. Les abeilles bourdonnaient paresseusement parmi les digitales et les delphiniums, tandis que la cloche de l'église sonnait d'un seul coup retentissant, marquant 15 heures. C'était, de toute évidence, une journée idéale pour une garden party. L'événement se déroulait à The Elm, la belle demeure géorgienne du colonel et de Madame Topham, récemment rentrés d'un long séjour à Ceylan. Leur retour, combiné à leur volonté de relancer la saison des rencontres après la grisaille récente due à l'humidité et aux petits mots du village, faisait de cette réunion de jardin un véritable événement. Miss Jane Marple, vêtue d'une robe bleu poudre bordée de dentelle et coiffée d'un chapeau de paille discret, était assise sereinement sous un auvent rayé. De son poste d'observation près de la tonnelle de rosier, elle pouvait observer l'agitation des invités avec une satisfaction tranquille. Son tricot reposait sur ses genoux, intact pour l'instant. On ne tricotait pas quand on avait besoin d'écouter. « Qualitropment » murmura la femme du pasteur, Madame Winifred Clément, qui avait pris place à côté d'elle et s'éventait doucement avec une invitation pliée. Même les Fortescue sont là, et ils ne se mélangent presque jamais. Eh bien, chère Winifred, dit doucement Mademoiselle Marple, une bonne garden party est un bon déguisement pour la curiosité. Et l'argenterie de Madame Topham est encore très populaire dans certains cercles, vous savez. Les invités se pressaient parmi les habitués du village et quelques étrangers, certains présentés par des poignées de main maladroites, d'autres accueillis par des hochements de tête et des regards froids. Parmi eux se trouvait M. Édouard Fortescue, un gentleman pâle et méticuleux aux doigts tachés d'encre et à la manie nerveuse d'ajuster son col. Delilah Blackwood, l'exotique nièce des Topham, fraîchement arrivée de Paris et laissant traîner fumée de cigarettes et ragots partout où elle allait. Madame Clara Simon, veuve et riche, au regard aussi perçant que ses perles étaient vraies. Et le révérend Charles Lickfield, le nouveau vicaire, jeune, sérieux et enclin à rougir aux moments inopportuns. Au centre de tout cela se tenait Madame Topham, blonde, parée de bijoux et manifestement ravie, jouant les hôtesses avec la gaieté exagérée de quelqu'un déterminé à oublier l'humidité des 3 étés précédents. Puis cela se produisit. Le cri ne provenait pas de la maison, mais de derrière la haute haie qui marquait la limite ouest du jardin. Les invités se figèrent au milieu de leurs phrases, tandis que la tasse de thé du vicaire cliquetait dans sa soucoupe. « Grand Dieu !» s'écria Madame Simon en se tenant la poitrine. En quelques instants, tous les regards se tournèrent vers là, et lorsque la jeune Lily, la femme de chambre, apparut, pâle et tremblante. « C'est la bague de Madame Topham, Alta-T-L. Elle a disparu. » Il y eut un instant de silence avant que les bavardages n'explosent. « Volée? Impossible. Ce saphir? Une fortune. J'ai aperçu Delilah près de la véranda tout à l'heure. Où est le colonel? » Miss Marple ne répondit pas. Elle tourna lentement son regard vers la haie, puis vers les invités, qui s'étaient rassemblés en groupes excités, murmurant et accusant à la fois. Ses yeux se plissèrent légèrement. Ce ne fut ni la bague, ni le cri, ni même la confusion qui attira son attention. C'était l'expression qui avait brièvement traversé le visage de Madame Simon avant qu'elle ne se souvienne d'avoir l'air surprise. Une lueur, disparue en un instant. Mais Miss Marple l'avait vue et s'en souvenait. Le scandale avait atteint le presbytère dans la soirée. Le lendemain matin, au petit déjeuner, la bague avait fait son chemin jusqu'au coiffeur, à l'épicier, à la poste, inévitablement aux oreilles de tous ceux qui comptaient, et de beaucoup d'autres. Le village entier de Gossington vibrait d'une ferveur habituellement réservée aux mariages royaux et aux inondations torrentielles. Miss Marple, qui s'était excusée discrètement après l'annonce de la disparition de la bague, était assise tranquillement ce matin-là à la fenêtre de son salon, une tasse de thé à la main, le journal local non ouvert à côté d'elle. Elle avait déjà lu les nouvelles du jour. Rien ne pouvait égaler le torrent de gros titres qui circulaient maintenant dans les haies du village. « Je suppose que nous devrions être reconnaissants qu'il ne s'agisse pas d'un meurtre, » dit Madame Clément en arrivant,
les joues légèrement rouges et d'un ton à moitié désolé. Même si je dois dire que les gens traitent la chose comme si c'en était un. Je venais de passer devant l'épicier et j'ai entendu le vieux monsieur Burton murmurer que cela avait un rapport avec la politique étrangère. La politique étrangère? Miss Marple fit écho à un léger sourire, posant sa tasse de thé sur sa soucoupe. Quelque chose dans le fait que la bague soit un cadeau d'un prince indien, quelque chose de vraiment fantastique. Elle avait en fait été achetée à Brighton par le colonel Topham pour leur anniversaire, dit Miss Marple d'un ton doux. Bien sûr, il avait fait grand cas du contraire au bridge l'année dernière. Les hommes aiment bien paraître grandioses quand il s'agit de cadeaux. Madame Clément parut un peu démoralisée, puis se reprit. Malgré tout, c'est choquant, n'est-ce pas? Pensez que quelqu'un parmi utiliser une garden party, rien de moins. Miss Marple jeta un coup d'œil par la fenêtre, observant le facteur passer à vélo. C'est le problème avec le vol. Cela suggère quelqu'un de très proche, et le vol d'un objet sentimental, eh bien, cela suggère plus que de la simple cupidité. Pendant ce temps, de l'autre côté du village, les spéculations fleurissaient comme des pissenlits au printemps. À la poste, Madame Finch jura avoir vu Delilah Blackwood s'éclipser de la fête quelques instants avant le début de l'agitation. Ses doigts couverts de bagues, ajouta-t-elle avec délectation. Et elle fume comme une cheminée, vous savez, les cigarettes françaises. Jamais bon signe. À l'épicerie du village, M. Grieg, tout en pesant du sucre d'orge pour un client, confia que le colonel Topham avait semblé plutôt discret ces derniers temps et que tout cela n'était peut-être qu'une diversion pour échapper à des problèmes domestiques. Les hommes mariés d'un certain âge, dit-il en se tapotant le nez, s'égarent quand les roses fanent. Le révérend Leakfield, mortifié par les ragots et cherchant à se donner une morale de haut niveau, finit par faire tout le contraire en répétant tout cela lors d'un sermon sur la tentation et le prix de la vanité. Au cœur de tout cela, les Topham restèrent inhabituellement silencieux. Le colonel Topham avait appelé le gendarme local, un homme bien intentionné, chaussé de grosses bottes et sans aptitude particulière à la déduction. Après une brève inspection du jardin et quelques questions polies mais inefficaces, il conclut que le vol était soit l'œuvre d'un opportuniste itinérant improbable compte tenu du terrain clos, soit, plus inquiétant, d'une personne connue des hôtes. Madame Topham, visiblement bouleversée, se coucha. Delilah Blackwood, quant à elle, semblait s'amuser énormément. Elle descendait l'allée ce matin-là, vêtue d'une robe de chambre bleu canard et fredonnant du colporteur, dit Miss Hartnell à Miss Weatherby chez le boulanger, qui n'avait jamais eu beaucoup de patience pour les étrangers, quel que soit leur lien de parenté. Et pas une once de honte. De retour à son cottage, Miss Marple replia délicatement son tricot sur ses genoux lorsqu'un coup familier retentit à la porte. C'était M. Édouard Fortescue, l'air très mal à l'aise dans sa veste en tweed et clignant rapidement des yeux derrière ses lunettes. « Miss Marple, j'espère ne pas vous déranger, dit-il. « Pas du tout, monsieur Fortescue. »« Interest. Voulez-vous du thé ?» Il déclina en s'agitant. Je me suis juste dit, « Eh bien, peut-être avez-vous une façon de voir les choses clairement. » Je me demandais, « Pensez-vous qu'il soit possible que la bague n'ait pas été volée du tout ?» Miss Marple haussa les sourcils. « Égarée, vous voulez dire, ou cachée délibérément, pour attirer l'attention, peut-être. J'ai vu des femmes dramatisées. » Il rougit. « Non pas que j'accuse qui que ce soit, bien sûr. Simplement une idée. En effet, dit Miss Marple, les idées sont un peu comme les graines, monsieur Fortescue. Elles poussent mieux lorsqu'elles sont plantées dans le bon sol. Certaines fleurissent, d'autres fanent. » Il parut perplexe, mais acquiesça poliment, la remercia et partit. Alors que la porte se refermait derrière lui, Miss Marple prit son thé. Elle n'avait jamais aimé tirer de conclusions hâtives, surtout le premier jour d'un roman policier. Mais ce qui la frappa le plus, ce ne fut pas ce que les gens avaient dit, mais ce qu'ils avaient omis de mentionner. Personne n'avait parlé du jardin lui-même. Personne n'avait remarqué les étranges empreintes de pas près de la haie, à l'exception de Lily, la servante, dont le cri avait sonné l'alarme. Personne,
sauf peut-être une personne, n'avait semblé véritablement effrayée. Miss Marple resta assise un moment, regardant la vapeur s'élever de sa tasse, avant de reprendre son tricot. La semaine serait longue, soupçonnait-elle. Mais les gens sont des créatures d'habitude. Et lorsque quelque chose perturbait leur confort, leur véritable nature avait tendance à se glisser entre les mailles du filet comme l'air froid sous une porte close. Elle l'avait déjà vu, et elle le reverrait. Le jeudi matin, un calme étrange s'était installé sur Gossington. Ce n'était pas le genre de calme qui accompagnait la paix, mais celui qui laissait entrevoir quelque chose d'irrésolu, comme une page tournée trop vite dans un roman. La disparition de la bague en saphir de Madame Topham, la mascarade, comme certains l'appelaient désormais, avait laissé derrière elle bien plus que de simples spéculations. La suspicion était devenue le langage dominant du village, échangé par regard par-dessus les haies, chuchoté entre deux miches de pain et murmuré dans les files d'attente des magasins. Miss Marple, quant à elle, avait repris ses activités habituelles. Elle fit sa promenade habituelle devant le cimetière, s'arrêta pour inspecter les roses près du portail ouest et s'arrêta chez le primeur pour acheter une demi-livre de pommes. Mais partout où elle allait, elle écoutait. Miss Marple ne s'abaissait jamais à une telle impolitesse, laissant plutôt le monde s'exprimer librement, comme il le faisait souvent lorsqu'il se considérait comme inaperçu. À la poste, Miss Hartnell commentait un peu trop haut que certaines personnes devraient faire plus attention à qui elles laissaient entrer ou non chez elles ou leur famille. Miss Marple hocha poliment la tête et poursuivit, mais elle remarqua le ton. Miss Hartnell, toujours prompte à juger, avait un jour accusé à tort le laitier d'avoir volé ses boutures de rosier, avant de découvrir qu'elles avaient été grignotées par la chèvre du vicaire. Pourtant, ces préjugés reflétaient souvent l'humeur du village. De retour aux ormes, le constable était revenu, cette fois avec un carnet et une expression légèrement plus déterminée. Il était assis dans le salon avec le colonel Topham, qui semblait irritable, et Madame Topham, toujours pâle et blême, bien que vêtue d'une élégante robe de chambre-pêche. Son attitude était réservée, et ses yeux se tournaient vers les fenêtres du jardin, bien plus souvent que vers le constable. Delilah Blackwood était introuvable. « Vous êtes bien sûr que la bague n'a pas été retirée avant le début de la fête ?» demanda le constable en fronçant légèrement les sourcils. « Je l'ai portée tout l'après-midi, » insista Madame Topham, la voix tendue. « Je ne suis entré dans la maison que juste avant le service du thé, et il avait disparu lorsque je suis retourné à la table sous l'auvent. » L'agent de police tapota la page du bout de son crayon. « Donc, entre 3h15. Et seule la femme de chambre est entrée? » Lily apporta les assiettes de scone, dit le colonel Topham. Personne d'autre n'avait de raison d'entrer. Du moins, pas à ma connaissance. Miss Marple arriva juste au moment où l'agent de police s'apprêtait à partir. Elle n'était pas là officiellement, bien sûr, Miss Marple n'était jamais là officiellement, mais Madame Topham avait sollicité sa visite. Une confidente discrète dans un moment embarrassant, et une personne connue pour sa discrétion. « Oh Jane !» dit Madame Topham d'une voix faible, tandis que Miss Marple entrait dans la pièce, « cela a été une épreuve terrible. Vous le savez, bien sûr. »« Moi, ma chère ?» répondit doucement Miss Marple. « Mais j'avoue que je suis venue plus pour la compagnie que pour un conseil. Vous savez comme ces histoires de villages enflent et gonflent comme des génoises trop longtemps au four. » Cela arracha un sourire fragile à Madame Topham. « Je me demande, » continua Mademoiselle Marple en s'asseyant près de la cheminée, « si vous pourriez me montrer l'écrin de la bague, juste par curiosité, remarquez. Je trouve toujours ces petits écrins charmants. » Madame Topham hésita, puis hocha la tête. « Il est dans le bureau à l'étage, dans le petit tiroir. »« Colonel, voulez-vous ? » ?»« Je vais le chercher, » dit le colonel d'un ton vif avant de sortir à grands pas. Mademoiselle Marple croisa les mains sur ses genoux. « Quel dommage, » dit-elle doucement, « de perdre quelque chose d'aussi précieux dans un lieu aussi bondé. Pourtant, je suppose que c'est là toute l'ingéniosité de la chose. Tant d'invités, tant de mains, et tout le monde était occupé à boire du thé et à discuter. » Madame Topham eut un léger frisson.
Et tout le monde regardait, dit-elle. C'est ce que je trouve le plus dérangeant. J'ai regardé autour de moi. Eh bien, j'ai eu un instant l'impression que tout le monde me regardait. Ou peut-être maman. Mademoiselle Marple inclina la tête. Quelle curiosité. Dites-moi, aviez-vous montré la bague à quelqu'un récemment? Peut-être l'avoir remarqué? Je suppose que oui. Mardi, au bridge, avec Clara Simon et les Fortescue. Clara a bien dit qu'elle avait l'air plus soignée que d'habitude. Mais elle est toujours un peu pointue. Miss Marple émit un léger bourdonnement en guise de remerciement. Le colonel revint avec l'écrin à bague, un fin carré bleu nuit recouvert de velours. Il le posa sur la table entre eux. Miss Marple, elle examinait délicatement. Un travail d'une grande finesse, murmura-t-elle. Aucune marque sur la serrure. Et vous dites que la bague était là avant la fête? Oui, dit Madame Topham. Je l'ai sortie juste avant de m'habiller. Elle brillait, alors je l'ai essuyée avec mon mouchoir et je l'ai mise. Y avait-il quelqu'un avec vous? Non, pas à ce moment-là. Miss Marple ne dit rien de plus. Elle rendit l'écrin et resta juste le temps d'une tasse de thé poli avant de prendre congé. Dehors, l'air était plus frais, la brise se forcissant légèrement. L'automne, semblait-il, avait commencé à s'approcher des prémices de l'été. Elle traversa lentement le village, s'arrêtant devant la haie, près du côté ouest du jardin, celle-là même d'où Lily était sortie en criant. C'était une haie banale, soigneusement taillée. Mais le regard de Miss Marple la parcourut avec une attention particulière. Une parcelle de terre en dessous, juste à côté, était légèrement plus sombre que le sol environnant. Pour la plupart, cela ressemblait au résultat du récent arrosage du jardinier. Mais Miss Marple jardinait depuis 70 ans. Cette terre n'avait pas été arrosée. Elle avait été remuée. Elle se détourna et prit une note mentale. Cet après-midi-là, elle rendit visite au révérend Leakfield sous prétexte de lui rendre un recueil de cantiques qu'elle avait emprunté pour la broderie. Le curé était plus troublé que jamais, bien que visiblement ravi de sa visite. Il lui offrit du thé, qu'elle déclina, et parla nerveusement des rumeurs qui circulaient dans le village. « Tu ne dois pas y prêter attention, » dit gentiment la révérende Miss Marple. « Mais je me demande si tu as remarqué quelque chose d'inhabituel pendant la fête. Inhabitual ?» Il cligna des yeux. Enfin, rien de plus que les ragots habituels. Monsieur Fortescue était de nouveau un peu nerveux. Je crois que la foule le perturbe. Et Delilah, elle, semblait distraite. Distraite comment? Elle regardait fixement vers la maison, comme si elle attendait quelque chose. Et puis, quand Lily cria, elle laissa tomber sa tasse et disparut. Je ne la revis que bien plus tard. Miss Marple hocha la tête, le remercia et partit. Tandis qu'elle rentrait chez elle par le chemin pavé, ses pensées se bousculaient lentement mais consciemment. Rien n'était encore clair, et pourtant les pièces commençaient à prendre forme. Ce qui la troublait le plus, ce n'était pas comment la bague avait disparu, mais pourquoi elle avait été volée. Les saphirs scintillaient. Oui, mais les motifs étaient bien plus facettés que les pierres précieuses. Elle avait appris depuis longtemps que les êtres humains volaient rarement pour la raison qu'ils avançaient. La cupidité, la vengeance, le désespoir. Non, le vol était souvent un voile. Une diversion. La véritable raison, soupçonnait-elle, demeurait cachée. Et quelqu'un de plus d'un jouait un rôle bien trop bien. Le vendredi matin, les rumeurs avaient pris une tournure plus âpre. Ne se contentant plus de spéculations, les villageois de Gossington avaient commencé à parler de suspects. Plus de simples chuchotements, mais des noms prononcés à voix haute, toujours sous couvert d'inquiétude. Il ne s'agissait jamais d'accusations, seulement de considérations. Mais dans un village comme Gossington, la différence était ténue. Le nom de Delilah Blackwood fut le premier à surgir. Elle avait, après tout, l'air d'une femme indifférente aux apparences. Elle portait des pantalons en semaine, fumait ouvertement en public et avait un jour été entendue se moquer de la campagne de marmelade de l'Institut des femmes. Mais ce n'était pas seulement son air étranger ou son charme insouciant qui faisait sourciller, c'était son passé. Elle habitait à Paris,
vous savez, dit Madame Finch à la poste, la voix basse, jusqu'à un murmure de scène. Je travaillais dans une galerie, dit-on, mais pas du genre respectable, et toujours entouré d'artistes. Le genre qui boit de l'absinthe et ne se marie jamais. Elle n'a même pas paru surprise quand la bague a disparu, ajouta mademoiselle Weatherby en laissant tomber ses pièces dans son sac avec un tintement. Ce calme est contre nature. Mademoiselle Marple entendit le bavardage en passant devant la vitrine. Elle ne s'arrêta pas et ne s'attarda pas. Au lieu de cela, elle se dirigea de nouveau vers The Elm, cette fois sous prétexte de rendre un livre, la saga Forsyth, qu'elle n'avait pas particulièrement apprécié, mais que Madame Topham avait qualifié de terriblement romantique. En entrant dans le salon, elle trouva Delilah elle-même, allongée près de la cheminée, une longue cigarette dans une main et un exemplaire du Tatelé dans l'autre. Tante Éléanore ne reçoit pas aujourd'hui, dit Delilah en levant à peine les yeux, encore terriblement secouée. Mais j'imagine que c'est déjà la moitié de l'essentiel, non? Miss Marple sourit doucement. Je pensais lui rendre son livre. Je ne resterai pas. Delilah Hausa Les Apples. Reste si tu veux. De toute façon, on ne parle que de ça. La bague, avec un grand air. C'est presque un personnage du village maintenant. Elle fit signe à Miss Marple de s'asseoir. Avec une certaine hésitation, Miss Marple s'exécuta, s'installant en face d'elle. J'imagine que c'était plutôt inconfortable, proposa Miss Marple. Être sous un tel regard. Delilah tira une longue bouffée de sa cigarette. Je ne pouvais pas supporter ça. Pas après tout ce que j'avais perdu. Le colonel Topham se tenait debout, le dos raide, le visage figé dans un masque pâle d'incrédulité. Vous auriez dû me le dire, dit-il d'une voix grave. Je ne pouvais pas, murmura-t-elle. Vous auriez vu cela comme une faiblesse. Vous le faites toujours. La voix de mademoiselle Marple était douce, mais insistante. Alors vous avez engagé Lily. Que savait-elle? Très peu, dit madame Topham. Je lui ai dit de faire semblant de voir quelqu'un près de la maison, de crier, de dire que la bague avait disparu. Je lui ai donné quelques livres et lui ai dit qu'elle m'aiderait à retrouver quelque chose de perdu. Je ne pensais pas qu'elle s'enfuirait. Elle a probablement pris peur, murmura Miss Marple. La peur, une fois allumée, brûle souvent plus fort que prévu. Et quelqu'un a trouvé la bague après que vous l'ayez cachée. Madame Topham détourna le visage. Miss Marple se leva enfin, s'approcha du buffet et souleva le petit plateau en argent qui avait autrefois contenu les tasses à thé. De sous une serviette pliée, elle sortit l'humble bague de l'anneau en argent de la vente, la pierre bleu profond toujours fermement sertie en son centre. Ceci, dit-elle en la brandissant, est la bague. Repensée, réimaginée, redéfinie, destinée à être présentée comme un bibelot. Mais les saphirs, comme les secrets, refusent d'être dissimulés bien longtemps. Delilah eut un rire bref et sec. Alors voilà, le scandale est domestique. Pas de vol pour le profit, mais pour la protection. Désespoir, pas tromperie, corrigea doucement Miss Marple. Bien que l'un existe rarement sans l'autre. Le colonel Topham s'assit lourdement, tel un homme effondré. Sa femme, tremblante, entra enfin dans la pièce, les yeux humides. « J'avais peur que vous me détestiez, dit-elle. « Je ne vous déteste pas, répondit le colonel au bout d'un moment. Je vous connais à peine, Éléanore. C'est là toute la tragédie. Ce fut Clara, étonnamment, qui se tenait à côté. Sa voix était froide, mais pas méchante. Je suppose que la bague aurait dû rester dans la famille, dit-elle. Mais pas comme ça, pas par honte. Elle s'avança vers madame Topham, hésita, puis lui prit la main. Vous auriez dû me le demander. J'aurais peut-être renoncé de mon plein gré. Miss Marple les observa in silence. Ce n'était pas exactement une réconciliation, mais le premier souffle d'une réconciliation. Une éclaircie dans la tempête. Elle se tourna ensuite vers Édouard Fortescue, toujours pâle et troublé. « Et vous, monsieur Fortescue, vous avez porté un lourd fardeau pour un homme qui n'a rien fait de mal. » Édouard cligna des yeux.
J'ai pensé que si je disais ce que j'avais vu, tout le monde penserait que c'était moi qui l'avais prise. Ou pire, que j'avais gardé le silence pour protéger quelqu'un. D'une certaine manière, dit gentiment Miss Marple, vous avez bel et bien protégé quelqu'un. Mais parfois, le silence engendre plus de suspicion que la vérité. Vous avez bien fait. Je n'ai jamais voulu de la bague, murmura Édouard, presque pour lui-même. J'ai toujours détesté les bijoux. Il y eut un rire ni bruyant, ni moqueur, mais de ceux qui dissipèrent doucement la tension dans la pièce. Miss Marple reposa la bague sur le plateau et la recouvrit de la serviette. Le gendarme devra être informé, bien sûr, dit-elle. Mais j'imagine que, vu les circonstances et les aveux, une résolution discrète pourrait être trouvée. Le colonel Topham leva les yeux. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de charge? Ce n'est pas à moi d'en décider, dit Miss Marple. Mais il me semble que ce crime a été commis par peur. Une décision stupide et regrettable, mais pas malveillante. Si Lily peut être localisée et si elle confirme les détails, j'ose dire que le gendarme sera indulgent. Je peux lui écrire, dit doucement Madame Topham. Tout lui expliquer. Elle le mérite. La réunion se dispersa lentement, les invités partant un à un sous le crépuscule. Clara accompagna Delilah sur une partie du chemin. Le révérend Leakefield s'attarda pour prononcer une dernière prière, mais nul ne savait si c'était pour les Topham ou pour lui-même. Édouard Fortescue partit sans un mot, les épaules voûtées, mais d'un air plus léger. Finalement, seule Mademoiselle Marple et les Topham restèrent. La maison était silencieuse. Les lampes projetaient leurs lueurs dorées sur le papier peint. Une horloge résonnait dans le couloir. Mademoiselle Marple s'apprêtait à partir. Avant de partir, elle se tourna une dernière fois vers Madame Topham. « Vous savez, dit-elle doucement, on dit que les saphirs symbolisent la sagesse et la sérénité. J'espère que la prochaine fois que vous en porterez une, vous trouverez un peu des deux. » Madame Topham hocha la tête, les yeux brillants. Dehors, les étoiles étaient apparues. Le village, malgré tous ses ragots et ses blessures, commençait son lent retour au calme. Miss Marple rentra chez elle sous la voûte de la nuit, sans se presser. Elle avait vu le pire et le meilleur des gens, souvent enveloppés dans la même personne. C'était peut-être la grande vérité de la nature humaine, non pas sa cruauté ou sa bonté, mais sa complexité. Et elle, plus que quiconque, avait appris à la démêler. Le jeudi suivant, le village de Gossington avait retrouvé, du moins en surface, son ancien rythme. Le scandale de la bague volée avait commencé à s'estomper comme les dernières fleurs des roses d'été, pas exactement oubliées, mais adoucies sur les bords, usées par la répétition et les récits. La vérité, désormais mise à nu, n'avait plus le frisson aigu du mystère. Elle était devenue autre chose, l'ombre des ragots, moins dangereuse mais toujours tenace. À la poste, Madame Finch se déclara profondément déçue que la coupable se soit avérée être notre chère Madame Topham, tout en assurant à tous qu'elle s'en doutait depuis le début. Chez le primeur, Mademoiselle Weatherby confia à M. Grigg qu'elle avait toujours trouvé suspect que les Topham conservent leur thé dans des boîtes en métal avec des inscriptions en langue étrangère. Et à la boulangerie, un gâteau éponge fraîchement glacé fut baptisé Saphir Slice, au grand amusement des plus jeunes clients. Mademoiselle Marple, cependant, ne s'intéressait pas à ces bavardages. Elle n'avait jamais cherché à se satisfaire d'avoir raison. Sa curiosité n'était pas de nature à exiger reconnaissance, seulement résolution. Elle était assise dans son jardin, un châle drapé sur les épaules, son tricot posé, tandis que le soleil du début octobre filtrait à travers le feuillage clairsemé. Ces rosiers, qui avaient donné le meilleur d'eux-mêmes ces derniers mois, se tenaient tranquilles, leurs tiges taillées et nettes. Elle sirota son thé en écoutant le village respirer. Ce fut Clara Simon qui arriva la première. Les deux femmes restèrent assises un long moment sans beaucoup parler, chacune se contentant du silence. Finalement, Clara fouilla dans son sac à main et en sortit une lettre pliée. « C'est de Lily » dit-elle en la lui tendant. Miss Marple l'accepta doucement, ses doigts effleurant le sceau.
Elle est dans le Sussex maintenant, poursuivit Clara. Chez sa cousine. Elle va bien. Elle travaille dans un salon de thé en bord de mer. Heureuse, dit-elle. Elle vous remercie. Elle prononça votre nom avec une sorte de révérence. Miss Marple eut un léger sourire. Je suis contente qu'elle soit saine et sauve. Ce qu'elle portait n'était pas rien. La peur peut devenir trop lourde pour de jeunes mains. Clara hocha la tête, les yeux fixés sur sa tasse. J'ai réfléchi, Jane, à la bague, à ce qu'elle symbolisait. Pour qui? Demanda Miss Marple doucement. Pour moi, dit Clara. C'était un lien avec le passé, avec les femmes de ma famille qui m'ont précédé. Je pensais qu'elle avait été volée par le destin, puis reprise par Eleanor. Je lui en voulais. Tu pensais qu'elle ne le méritait pas. Clara détourna le regard. Oui, et peut-être que j'avais tort. Peut-être qu'elle l'avait fait. Ou peut-être que cela n'a plus d'importance. Elle me rend la bague. Discreetment. Sans annonce, sans excuse. Juste un mot et une petite boîte. Je l'ai trouvée sur le pas de ma porte ce matin. Miss Marple a remué son thé une fois, puis deux. Toutes les restitutions ne s'accompagnent pas d'aveux, dit-elle, mais elles peuvent quand même avoir du sens. Clara partit peu après, les épaules un peu moins crispées, la démarche plus mesurée. Il y avait une certaine paix dans le lâcher-prise, pensa Miss Marple, même si le chemin était semé d'embûches. Le lendemain, Delilah Blackwood se présenta à la porte de Miss Marple. Elle portait une veste gris anthracite sur une écharpe cramoisie, la cigarette avait disparu de ses doigts et ses cheveux étaient attachés en une simple tresse. « Je quitte Gossington », annonça-t-elle en entrant. Direction l'Italie. Une amie tient une petite galerie à Florence. Elle dit que je peux aider au catalogage. « Quel Continental », dit Miss Marple avec chaleur. Delilah haussa les épaules, puis sourit. « C'est tant mieux. Je n'ai jamais vraiment trouvé ma place ici. Trop de volets clos. » « Vous avez semé la zizanie, » répondit Miss Marple. « Mais il est parfois nécessaire de semer la zizanie. Vous avez contribué à dévoiler des secrets qui étaient déjà perçants. » Delilah Dousement. « C'est gentil à vous de dire ça. » Elle marqua une pause, puis ajouta, plus doucement, « Et merci de ne pas tirer de conclusions hâtives. C'était étrange d'être la principale suspecte dans un endroit que je connaissais à peine. Vous n'avez pas participé aux accusations. J'ai constaté, dit Miss Marple doucement, que les accusations les plus virulentes naissent généralement des vérités les plus profondes. Delilah partit peu après, non pas par cérémonie, mais par un simple hochement de tête reconnaissant et le cliquetis des roulettes de sa valise sur les pavés. Miss Marple la regarda partir depuis le perron, la silhouette disparaissant au-delà du virage de la ruelle. Au fil des jours, les pièces du puzzle se mirent lentement en place. Le colonel, après de longues ruminades silencieuses, avait accepté de ne pas porter plainte, même s'il s'était retiré de la vie publique pendant un temps. Son orgueil avait souffert, mais surtout, sa confiance en sa femme, sa maisonnée, son autorité. Peut-être, pensa Miss Marple, ce genre de perte était-il plus difficile à supporter. Madame Topham, bien que rarement vue, se remettait-elle tranquillement, disait-on. Elle avait envoyé une lettre à la femme du vicaire pour offrir un don au souper des moissons d'automne, et son écriture, tous remarquèrent qu'elle n'avait rien perdu de son élégance. Le révérend Leakefield reprit ses sermons avec une vigueur retrouvée, faisant parfois allusion au péché et à la rédemption avec juste ce qu'il faut de subtilité pour éviter le scandale, mais pas au point de passer inaperçu. Édouard Fortescue commença à faire de longues promenades. On le voyait plus souvent au village, sans chapeau, l'air moins furtif et plus pensif. On disait qu'il s'était remis à écrire, ses histoires plus calmes, ses thèmes moins sombres. Quant à Miss Marple, elle termina la deuxième chaussette de sa paire la semaine même et en commença une troisième, bien qu'aucun destinataire n'ait été désigné. C'était là, disait-elle souvent, le charme des chaussettes. On ne sait jamais qui pourrait en avoir besoin ensuite. Un après-midi, alors qu'elle pliait du linge, le courrier arriva avec une petite enveloppe. L'écriture était inhabituelle, mais soignée. À l'intérieur se trouvait un mot de Lily.
Chère Miss Marple, je ne sais pas comment vous remercier correctement. J'avais peur. J'avais tellement peur. Mais je réalise maintenant que j'ai eu tort de fuir. Vous avez été gentille, et vous avez vu la vérité. Vous avez vu plus que ce que je pensais. Je repense souvent à ce jour où tout a changé. Mais je vais bien maintenant. J'aide à servir le thé aux touristes qui ne posent jamais de questions. C'est une belle vie, même si elle est tranquille. Merci de m'avoir donné cette chance. Cordialement, Lily Wright. Miss Marple lut la lettre 2 fois, puis la rangea dans son tiroir avec un doux sourire. Dehors, l'automne était arrivé pour de bon. Les feuilles de Church Lane flamboyaient d'or et d'ambre, et les jours raccourcissaient dans une sorte d'abandon gracieux. L'air sentait la fumée de bois, et les soirs apportaient la lumière des réverbères. Finalement, la bague avait été plus qu'un bijou. Elle avait été un catalyseur, une étincelle dans une tasse de thé lors d'une garden party, un symbole d'héritage à la fois matériel et émotionnel. Elle avait révélé des secrets et démontré, une fois de plus, que les apparences dans un village comme Gossington pouvaient être aussi trompeuses que n'importe quelle pièce de théâtre. Mais la vérité, Miss Marple le savait, avait le don de se frayer un chemin, tel le lierre rampant le long des vieilles briques, lentement, sûrement et inexorablement. Elle termina de plier la dernière serviette, la rangea soigneusement dans le placard et se tourna vers la bouilloire. Il restait encore du thé, après tout, et la vie, avec toutes ses curieuses complications, était loin d'être finie. J'ai été scruté plus attentivement que Gossington. Le truc, c'est qu'ils veulent me faire passer pour coupable. Je suis la nièce glamour aux mœurs douteuses. C'est tout ce dont ils ont besoin, vraiment. Tu n'as pas l'air particulièrement inquiète. Moi non plus, parce que je ne l'ai pas prise. Miss Marple hocha la tête pensivement. Et pourtant, on t'a vu près de la maison juste avant que la bague ne soit découverte et disparue. La moitié de la garden party aussi, répondit sèchement Delilah. Y compris Édouard Fortescue, qui rôdait dans la véranda comme un homme effrayé par le soleil. Miss Marple pencha la tête. Vous avez remarqué Monsieur Fortescue? L'avez-vous remarqué? J'ai failli trébucher sur lui. Le pauvre homme sursaute comme un lièvre effrayé. Et quand Lily cria, il se précipita vers le portail. Il semblait blanc comme un linge. Miss Marple le cacha discrètement. Et vous, que pensez-vous de Lily? Delilah eut un sourire narquois. C'est une gentille fille, mais elle en sait plus qu'elle ne le laisse paraître. Ce cri était un peu trop théâtral, vous ne trouvez pas? Comme quelqu'un qui essaie de se faire entendre. Miss Marple ne donna aucun signe d'accord. Et pourtant, si la bague a été prise par quelqu'un ayant accès à la maison, cela réduit le champ des possibles. Delilah lui lança un long regard en coin. Vous voulez dire moi? Je veux dire tous ceux qui étaient portés disparus, y compris la femme de chambre, y compris les invités qui erraient, et peut-être même ceux qui s'intéressent depuis longtemps aux objets de valeur. Delilah écrasa sa cigarette et se pencha en avant. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, Miss Marple. Non pas que je veuille aider, je pense que toute cette histoire est une pantomime, mais parce que je ne supporte pas qu'on me reproche les secrets des autres. Cette bague n'est pas qu'une jolie pierre. Il y avait autre chose. Tante Éléanore ne la portait pas pour se la pavaner. Elle la portait pour prouver quelque chose. À qui? Je ne sais pas, mais elle n'arrêtait pas de la tripoter ce jour-là. Elle jeta un coup d'œil à Clara Simon. Et Clara, eh bien, elle n'était pas vraiment ravie. Le regard de Miss Marple s'adoucit. De la jalousie, peut-être? Peut-être. Ou autre chose. Mais je commencerai par là, si j'étais vous. Plus tard dans la journée, Miss Marple se retrouva dans le jardin derrière l'église, où Clara Simon s'occupait des parterres de fleurs avec une intensité proche de l'agressivité. « Oh, Jane, dit Clara en époussetant ses gants. Tu viens me demander si j'ai volé des bijoux récemment? Miss Marple ricana doucement. Oh non, ma chérie. Je suis venu te demander ce que tu pensais des hortensias cette année. Clara plissa les yeux, mais ne dit rien. Ils fleurissent, poursuivit Miss Marple. Contrairement aux ragots, qui ont tendance à s'estomper sous le coup de la curiosité. Clara marqua une pause,
puis se redressa. C'est absurde, tu sais. Cette idée que l'un de nous aurait volé la bague. Il est bien plus probable qu'elle ait été prise par un voleur errant. Quelqu'un qui n'était même pas du village. Peut-être. Mais après tout, la bague a été volée lors d'un moment très public. Presque trop public. Cela suggère une connaissance. Une familiarité. Les lèvres de Clara se pincèrent en une fine ligne. Si tu insinues que j'ai quelque chose à voir avec ça, tu peux partir maintenant. Je ne suggère rien, dit Miss Marple gentiment. Seulement que tu avais l'air plutôt perturbé quand la bague a disparu. Bien sûr que j'étais perturbé. Tout le monde l'était. Eleanor faillit s'évanouir. Mais tu n'avais pas l'air surprise. Il y eut un silence, bref mais révélateur. Je suppose que je ne suis pas très expressive, dit enfin Clara. Et Eleanor et moi avons une eau différente. À propos de la bague, Clara hésita de nouveau. À propos de vieilles choses. De choses familiales. C'est compliqué, Jane. Et je vous remercie de ne pas attiser davantage le trouble. Miss Marple s'est livrée. Je comprends. Et j'espère que ça se résoudra vite. Pour notre bien à tous. Elle quitta le jardin lentement, sentant le poids de quelque chose d'inaccessible. Clara cachait quelque chose, elle en était sûre. De la culpabilité ou quelque chose d'adjacent, Miss Marple n'avait pas encore décidé. Ce soir-là, autour d'un thé et d'un gâteau aux graines, elle réfléchit au suspect jusqu'ici. Delilah, trop détendue. Fortescue, trop nerveuse. Clara, trop sur ses gardes. Et puis il y avait Lily, la servante, dont la performance avait mis le mystère en marche. Miss Marple ne lui avait pas encore parlé, mais elle le ferait. Lily avait été étrangement absente du village depuis le jour de la fête. Rien que cela méritait une enquête. Et pendant tout ce temps, il y avait la bague. Non pas l'objet en lui-même, mais sa fonction. Ce que cela symbolisait. Pourquoi c'était important? Les bijoux étaient rarement volés simplement pour leur valeur. Et Miss Marple savait mieux que quiconque que dans des villages comme Gossington, des secrets comme des bagues étaient souvent transmis de génération en génération, cachés dans des tiroirs, et finalement emportés au soleil par les événements les plus ordinaires. Et parfois, par les femmes les plus modestes. Le lendemain matin, une légère bruine s'accrochait au village de Gossington, rendant les pavés glissants et les haies perlés de pluie. Le ciel avait pris une douce teinte grisardoise, atténuant les couleurs des cottages et des jardins, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Ce n'était pas une pluie spectaculaire, ni même particulièrement maussade, juste persistante, le genre qui laissait aux gens le temps de réfléchir, plus dangereux encore, de parler. Miss Marple, cependant, restait totalement indifférente à l'humidité. Vêtue de son imperméable et de son chapeau élégant, elle se rendit une fois de plus aux ormes, non pas pour le thé cette fois, mais avec la ferme intention de retrouver Lily, la servante dont le cri avait attiré l'attention de la foule l'après-midi de la garden party. Pourtant, alors que la gouvernante l'introduisait à l'intérieur, elle apprit que Lily avait été envoyée chez sa tante à Eastbourne. Quelques jours de repos, dit la gouvernante avec délicatesse, Madame Topham estimant que c'était la meilleure chose à faire après le bouleversement. Miss Marple hocha simplement la tête, mais prit une note discrète. Le moment était étrange pour se reposer, et plus étrange encore que personne n'ait pensé à le mentionner jusqu'à présent. Après avoir remercié la gouvernante et décliné poliment un scone, elle demanda à visiter le jardin. « J'ai toujours admiré vos variétés de roses. » dit-elle avec un sourire, et même si c'était en partie vrai, son intérêt était ailleurs. On la guida sur l'allée d'aller jusqu'au côté ouest du jardin, maintenant luisant sous la pluie. L'herbe était aplatie par endroits par les pas précédents, mais les haies étaient encore épaisses et vertes, insensibles à la tension de la semaine. Le regard de Miss Marple se posa de nouveau sur la parcelle de terre qu'elle avait remarquée plus tôt, légèrement plus sombre, légèrement plus meuble. Elle attendit que la gouvernante soit partie avant de se pencher à côté, ses doigts gantés effleurant délicatement le sol. Le sol avait bel et bien été remué. Emmeublé. Récemment, mais pas de façon évidente. Dans un village réputé pour ses jardiniers,
Quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour rendre cet aspect banal. Elle remonta le revers de son manteau et fouilla la terre avec une lente et précise précision. Ses doigts rencontrèrent quelque chose de ferme, de fin, de plat. Elle le pinça entre deux doigts et le retira avec précaution. C'était un bouton. Plus précisément, un bouton de jet noir avec un petit bord floral gravé, probablement celui d'un chemisier ou d'une robe de femme, mais pas d'un modèle courant. Démodé, légèrement orné et boueux d'avoir été enfoncé dans la terre. Miss Marple le tourna dans sa main, son esprit passant au crible les visages et les vêtements des personnes présentes à la fête. Le jet était rarement porté de nos jours, trop sombre, trop victorien, mais elle se souvenait d'une chose similaire sur le revers de la veste de Clara Simon. Pas la même, mais peut-être du même vêtement. Elle glissa le bouton dans la poche de son manteau et se leva lentement, les yeux parcourant le jardin. Personne ne regardait. Du moins, personne n'est visible. Lorsqu'elle retourna à son cottage de Church Lane, la bruine s'était dissipée en brume. À l'intérieur, elle se prépara une théière de son Darjeeling préféré et s'assit près de l'âtre, le bouton posé sur le napperon de dentelle à côté de sa tasse de thé. Clara Simon, les boutons de jet, les regards sur le jardin, tout commençait à esquisser un portrait encore incomplet, mais qui se dessinait indéniablement. Plus tard dans la journée, elle rendit une visite impromptue à M. Édouard Fortescue, qui vivait avec sa sœur dans une jolie maison en briques à la sortie du village. La maison sentait vaguement l'encre et les œufs durs, et le salon, bien que rangé, portait les traces d'un fouillis de livres de réflexion empilés de façon inégale, de lettres entr'ouvertes, d'une tasse de thé vide abandonnée sur le rebord d'une fenêtre. « Mademoiselle Marple, dit Édouard nerveusement en se lissant les cheveux. Comme c'est inattendu. J'espère que tout va bien? Oh, parfaitement, dit Mademoiselle Marple avec sa sérénité habituelle. Je voulais simplement vous poser une question confidentielle. Voyez-vous, j'ai repensé à ce moment-là. Le cri, la sonnerie, les invités éparpillés dans le jardin. Et vous, Monsieur Fortescue, vous étiez près de la véranda, n'est-ce pas? Edward tressaillit légèrement. Je suppose que oui. Enfin, je suis allé prendre l'air. Je ne supporte pas bien la foule. Bien sûr que non. C'est tout à fait compréhensible. Mais je me demande si vous avez vu quelqu'un entrer dans la maison. Il hésita, les yeux rivés sur l'étagère. Personne. Pas vraiment. Mais j'ai bien vu Madame Simon. Elle semblait pressée, marchant vers la maison juste avant le cri. Curieux, dit Miss Marple. Et est-elle ressortie avant le vacarme? Je n'en suis pas sûr. Tout s'est passé si vite. Vraiment, on oublie l'ordre des choses quand tout devient flou. Mais j'apprécie votre honnêteté, Monsieur Fortescue, et votre mémoire. Après son départ, Miss Marple prit le chemin le plus long pour rentrer chez elle, serpentant à travers la place du village et passant devant l'église. Elle s'arrêta un instant sur le vieux chêne près du monument aux morts, observant la brume s'enrouler autour de ses racines. Elle pensa à Clara Simon, dont le sang-froid était trop vif pour être authentique. Elle pensa à Lily, renvoyée si commodément. Et elle pensa à ce bouton de jet, enfoui dans la terre comme s'il avait quelque chose à cacher. Ce soir-là, elle écrivit une lettre à la police, pas encore, mais à une amie d'Eastbourne, une gouvernante à la retraite connue pour sa discrétion. Dans l'enveloppe, elle glissa un second mot, écrit avec une élégance soignée. Auriez-vous l'amabilité de vous renseigner pour savoir si une jeune femme nommée Lily Wright loge chez sa tante au 18 Camberley Street? Elle ne s'appelle peut-être pas Lily. Le lendemain matin, la réponse arriva dans une enveloppe crème impeccable. Personne de ce nom, ni aucune jeune femme correspondant à cette description, n'est connue à cette adresse. La tante était partie 3 semaines au pays de Galles. Miss Marple plia soigneusement la lettre, la mit de côté et se remit à tricoter. Ce n'était pas, comme elle le soupçonnait, des vacances. Lily n'était pas partie à Eastbourne. Elle avait été renvoyée ou s'était cachée. Et la personne qui avait arrangé tout cela l'avait probablement fait pour la faire taire. Ce qui signifiait, bien sûr, que Lily avait vu quelque chose, ou avait fait quelque chose.
Mais quoi? Les pensées de Miss Marple se tournèrent à nouveau vers la bague. Non seulement disparue, mais utilisée. Un symbole. Un signe. Une menace? Et plus curieux encore, pourquoi Clara Simon était-elle présente dans la maison juste avant le cri? Pourquoi Delilah avait-elle remarqué l'étrange comportement de sa tante avant que la bague ne disparaisse? Et pourquoi Édouard Fortescue, timide et nerveux, avait-il décidé d'en parler maintenant? Parce que quelque chose était en train de bouger. Les contours de la vérité commençaient à apparaître. Il ne manquait plus que la bonne pression, la bonne question, le bon moment pour resserrer les fils. Miss Marple sourit faiblement et retourna à son tricot. Elle approchait du talon de la deuxième chaussette, et elle avait toujours cru que les talons, comme les mystères, exigeaient un retournement prudent. Bientôt, elle retournerait celle-ci. Le dimanche matin, la bruine avait séché et un soleil fragile perçait les nuages au-dessus de Gossington. Mais dans l'esprit des habitants, subsistait une humidité et un malaise persistant qu'aucun temps ne pouvait dissiper. Les cloches de l'église sonnaient leur appel habituel, et pourtant les fidèles entraient en traînant les pieds, avec plus que des préoccupations spirituelles en tête. Miss Marple assista à la cérémonie, comme toujours, arrivant tôt pour prendre place à 2 bancs du premier rang. Elle apporta son petit livre de prières usé et un chapeau orné d'un discret brin de lavande. Elle écouta attentivement le sermon, non pas parce que le révérend Lickfield avait trouvé de nouvelles idées théologiques. Inspiration avait passe, mais parce qu'elle avait observé, par habitude, que les gens se révélaient plus qu'ils ne le voulaient à l'église. Pendant le dernier cantique, Clara Simon jeta un coup d'œil par-dessus l'allée, le regard perçant et calculateur. Delilah Blackwood fredonnait sans accord, les yeux mi-clos et le visage indéchiffrable. Le colonel Topham semblait fatigué, la mâchoire serrée comme pour retenir ses dents, tandis que Madame Topham restait parfaitement immobile, les mains jointes. Fortescue tâtonnait avec le livre de cantique, sa voix à peine audible, et l'espace vide où Lily, la servante, s'asseyait habituellement, 4 rangs en arrière, au bout du siège, restait inoccupé. Après l'office, Mademoiselle Marple déclina l'offre de thé dans la salle paroissiale et se dirigea plutôt vers le cimetière, où la lumière matinale dansait sur les pierres tombales couvertes de mousse. C'est laquelle fut rejointe par le révérend Lickfield, qui, malgré son jeune âge, affichait l'expression solennelle d'un homme accablé par quelque chose de plus que son sermon. « Je suis heureux de vous trouver seule, Mademoiselle Marple, dit-il doucement. Vous êtes toujours la bienvenue pour me parler, révérend. J'ai reçu la visite de Clara Simon. » Mademoiselle Marple haussa un sourcil mais ne dit rien. Elle semblait plutôt agitée. Elle m'a demandé si je croyais que les péchés du passé pouvaient être pardonnés s'ils étaient confessés trop tard. C'était une sacrée question théologique pour un dimanche matin. Le jeune homme rougit. Oui, enfin. Elle n'a pas donné plus de détails, mais quelque chose dans son attitude l'a bouleversée. Elle a dit avoir pensé à aller à la police, puis s'est arrêtée. Elle n'arrêtait pas de répéter. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Je lui ai demandé si elle faisait référence à la bague, mais elle a secoué la tête. « Merci, révérend, » dit Mademoiselle Marple. Il est important d'être attentif quand les gens parlent par énigme. Ils en disent souvent plus qu'ils ne le pensent. Elle le laissa debout parmi les pierres et reprit le chemin du retour vers le village. L'air était devenu frais, et la brise portait le parfum des feuilles d'automne qui commençaient à sécher sur les branches. Elle ne rentra pas chez elle, mais se dirigea directement vers le cottage de Clara Simon. Clara ouvrit la porte d'un air mêlé de lassitude et d'irritation. « Jane, dit-elle sèchement, je m'attendais à vous. Puis-je entrer ?» Clara hésita, puis ouvrit la porte suffisamment pour laisser passer. Le salon était bien rangé, mais un verre de sherry à moitié vide reposait sur la cheminée, et un cendrier sur la table d'appoint contenait 2 mégots de cigarettes, chose inhabituelle, car Clara ne fumait jamais en public. Miss Marple s'assit sans attendre qu'on lui propose une place. « Je crois que vous étiez dans la maison l'après-midi de la garden party, » dit-elle doucement. Peu avant que la bague ne disparaisse, les yeux de Clara lancèrent des éclairs.
Est-ce un interrogatoire, Jane? Non, ma chère. Simplement une conversation entre vieux amis. Mais je trouve qu'il vaut mieux dire les choses clairement. Clara Croisa Lasbras. Et si j'étais dans la maison, cela donnerait un sens à certaines choses. Les pas précipités. Ton étrange sang-froid à l'annonce du vol. La tension entre toi et Eleanor. Elle a exhibé cette bague, marmonna Clara, comme si cela prouvait quelque chose. Comme si elle s'était arrêtée, réalisant tout ce qu'elle avait déjà dit. Comme si elle lui appartenait, les yeux de Clara se plissèrent. C'était le cas. Légalement, peut-être, mais pas à l'origine. Il y eut un long silence. Clara se leva, se versa un autre demi-verre de sherry et but une gorgée. La bague de ma grand-mère, dit-elle enfin, transmise par la lignée maternelle. Elle aurait dû revenir à ma mère. Mais le mari d'Eleanor, fort de sa fortune et de sa vanité, avait les moyens de l'acheter aux enchères lorsqu'elle réapparut des décennies plus tard. Une bague que l'on croyait perdue à jamais. Et puis, elle était là, scintillant à son doigt comme si l'histoire n'avait aucun poids. Alors tu l'as confrontée? Clara hocha lentement la tête. Je lui dis que c'était indécent. Elle rit. Elle dit qu'elle lui allait bien mieux qu'à moi. Et le jour de la fête, je suis rentré pour me calmer. Je n'ai pas touché à la bague, Jane. Je te le jure. Mais je l'ai vue sur la table, à côté de son mouchoir, posée là. J'étais tenté. Bien sûr que si. Mais je n'y ai pas touché. Miss Marple l'observa un long moment. Tu ne l'as peut-être pas prise, Clara. Mais quelqu'un t'a vu. Et quelqu'un veut s'assurer que tu en portes la responsabilité. Clara Pallet. Delilah. Peut-être, dit doucement Miss Marple. Ou peut-être Lily. Ou quelqu'un d'autre. Mais qui que ce soit, connaissait votre histoire avec la bague. Il savait que vous aviez des raisons de la détester. Pensez-vous qu'ils l'ont cachée? Je pense qu'ils ont caché quelque chose, murmura Miss Marple. Une histoire. Un souvenir. Un mobile. Cet après-midi-là, elle s'arrêta une fois de plus aux ormes. Le colonel Topham l'a reçue dans le bureau, tandis que Madame Topham restait à l'étage, se reposant, comme il le dit. Vous comprendrez, Miss Marple, cela a assez duré, dit-il d'une voix aigre d'irritation. J'ai presque envie d'engager un détective privé londonien. Une bague disparue, un bal masqué, et un invité qui n'est pas celui qu'il prétend être. Bienvenue à Vérités Obscures, je suis votre hôte Louis. Faites-nous part de votre position dans les commentaires, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous regardez l'émission. C'est votre avis qui rend ce voyage si spécial. Entrons dans le mystère. Cela ne ferait qu'embrouiller les choses, dit Miss Marple d'une voix douce. Je me demande, cependant, puis-je poser une question? La bague était-elle assurée? Il cligna des yeux. Oui, par la Colonial Mutual. De grande valeur, naturellement. Et la police d'assurance a-t-elle été récemment renouvelée? Maintenant que vous le dites, oui. Juste avant la garden party. Eleanor voulait que l'estimation soit mise à jour. Miss Marple hocha lentement la tête. Bien sûr. De retour chez elle ce soir-là, elle posa le bouton du G sur son bureau, à côté du panier à tricot. Elle l'examina une fois de plus, cette fois à la lueur orangée de la lampe. Pas un bouton de femme, finalement. Un bouton d'homme. Provenant d'un gilet, peut-être. Un modèle vintage, du genre qu'Édouard Fortescue aurait pu porter délicatement, avec une pointe de deuil. Elle se leva, prit son carnet sur l'étagère et commença à écrire des noms. Clara, Delilah, Fortescue, Lily, le colonel. Elle en entoura deux, l'une pour leur silence, l'autre pour ce qu'ils avaient vu. Et au matin, elle commencerait à serrer les vis. Le lundi apporta un calme trompeur à Gossington. Le soleil matinal baignait le village d'or, se reflétant sur les pavés trempés de rosée et réchauffant les toits d'ardoise jusqu'à ce qu'ils scintillent faiblement. De loin, on aurait pu croire que le calme était revenu. L'épicier bavardait aimablement avec le boulanger devant leurs boutiques respectives. Madame Finch étendait du linge dans son jardin tandis qu'une radio bourdonnait doucement par sa fenêtre ouverte. Des enfants, récemment libérés de l'école pour les vacances des moissons,
jouait tranquillement près du pré. Mais Miss Marple savait que ce n'était pas le cas. Sous la routine bien rangée, le village était tendu, comme un fil tendu sur le point de se rompre. Les ragots s'étaient tus, non pas parce qu'ils avaient cessé, mais parce qu'ils s'étaient tournés vers l'intérieur. Fini les cris par-dessus les clôtures, ni les allusions autour des gâteaux de Savoie, ils se résumaient à des regards plissés, de subtiles pauses dans les conversations, des rotations prudentes de clés dans les serrures. Ce silence annonçait toujours un changement. Le jeu, pour ainsi dire, était entré dans sa phase suivante. Miss Marple passa la matinée dans son jardin, à tailler des rosiers avec son soin habituel. Elle fredonnait doucement, savourant la fraîcheur de l'air. Un moineau voltait au-dessus de sa tête. Le rythme des coupes et des cueillettes lui permit de se calmer. Le bouton du jet lui avait révélé plus qu'elle ne l'attendait, non seulement ce qu'il était, mais aussi ce qu'il n'était pas. Elle avait d'abord pensé qu'il appartenait à Clara ou à l'une des autres dames, mais le filigrane délicat et la légère courbe lui évoquèrent alors tout autre chose, peut-être le détail d'un gilet d'homme à l'ancienne. Un vêtement porté non par commodité, mais par sentiment. Une tenue de deuil, peut-être, transmise de génération en génération ou usée par tradition. Elle repensa à Édouard Fortescue, un homme anxieux, discret, souvent inaperçu. Et pourtant, il avait étrangement contribué à orienter les soupçons vers Clara. Trop serviable. Il était temps, décida Miss Marple, de faire avancer les choses. Elle commença par une visite au presbytère, où elle savait que le révérend Lickfield dégusterait ses modestes sandwichs au fromage et au chutney, comme à son habitude. Il leva les yeux de table à l'annonce de sa présence, son expression trahissant une confusion polie et une pointe d'inquiétude. « Miss Marple, dit-il en se levant. « Entrez, je vous en prie. J'espère que tout va bien. »« Oh, tout à fait, » répondit-elle chaleureusement. « Mais je crains d'apporter une petite nouvelle. » Pas vraiment une mauvaise nouvelle. Surprenante. Elle s'assit en face de lui à la petite table de la cuisine, pliant soigneusement ses gants à côté d'elle. « J'ai reçu des nouvelles, » poursuivit-elle, d'une amie fiable d'Eastbourne. « Lily ne loge pas chez sa tante. En fait, l'adresse qu'on nous a donnée est inoccupée. La tante, semble-t-il, est partie au pays de Galles depuis des semaines. » Le curé cligna des yeux, et le sandwich s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Oh, en effet, » dit mademoiselle Marple. « Alors, voyez-vous, cher révérend, je commence à croire que la pauvre Lily a été cachée, négligée. Ce genre de diversion suggère toujours que quelqu'un a quelque chose à perdre. » Il déglutit difficilement le sandwich oublié. Mais Madame Topham ne le ferait sûrement pas. Elle le pourrait, dit doucement mademoiselle Marple, si elle croyait que Lily avait fait quelque chose. Ou vu quelque chose. Et peut-être que Lily l'avait fait. Peut-être que Lily en avait vu plus qu'elle n'aurait dû. Elle se leva alors, laissant ses paroles reposer. « Je pense, » ajouta-t-elle doucement, « que quelqu'un dans ce village a profité de la disparition de la bague pour détourner l'attention d'autre chose. Et je pense que, si nous n'y prenons garde, nous risquons de passer à côté de ce qui a été véritablement caché. » Plus tard dans l'après-midi, les soupçons de Miss Marple s'approfondirent. Elle était chez le papetier, achetant une nouvelle bouteille d'encre, lorsqu'elle rencontra l'agent de police du village, jeune et large d'épaules, comme d'habitude, l'air quelque peu décalé parmi les délicats bloc-notes et les stylos-plumes. « Miss Marple » salua-t-il en tirant sur sa casquette. « Je comptais passer. Nous avons reçu une lettre plutôt curieuse. »« Ah bon ?» Il jeta un coup d'œil autour de lui, baissa la voix. Elle provenait d'un cabinet d'avocats londonien. Apparemment, la bague de Madame Topham n'était pas du tout la sienne à l'origine. Miss Marple ne réagit visiblement pas. « Allez, il semble que la bague faisait partie d'une succession litigieuse. Elle appartenait à la branche maternelle de la famille de Clara Simon. Il y a eu un litige il y a des années, rien de criminel, juste des réclamations non résolues. Mais écoutez bien, Madame Topham a acheté la bague par l'intermédiaire d'un particulier sans connaître toute l'histoire.
La vente n'était peut-être pas tout à fait conforme à la réalité. C'est curieux, dit Miss Marple d'une voix calme. Et quelle coïncidence, vous ne trouvez pas, que la bague ait disparu quelques jours seulement après que ce détail ait été révélé. L'agent hocha la tête, visiblement mal à l'aise. Nous avons demandé à Madame Topham de clarifier la provenance. Mais elle ne se sent pas bien. Le colonel Topham dit qu'elle est restée au lit toute la journée. Miss Marple quitta la papeterie avec son encre et une certitude grandissante. Ce n'était pas un vol ordinaire. C'était une mise en scène. Et puis, juste au moment où elle tournait sur Church Lane, un nouveau rebondissement se révéla. Là, discrètement affiché sur le panneau d'affichage devant la salle des fêtes, se trouvait un prospectus manuscrit. Vente d'articles ménagers sur invitation uniquement. Les ormes, jeudi après-midi. Argenterie, porcelaine, petits bijoux. Miss Marple le fixa un instant, les lèvres serrées. Le timing était révélateur. À la suite d'un prétendu vol, les Topham se mirent soudain à vendre des articles ménagers, y compris, peut-être, un objet qu'ils espéraient passer inaperçu parmi les bibelots. Elle se détourna du tableau d'affichage et rentra d'un pas rapide chez elle. Son après-midi n'était pas encore terminé. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur le village et que la lumière des lampions commençait à ruisseler des fenêtres des chaumières, Miss Marple accueillait une petite réunion de seulement 4 personnes, invitées avec soin par Clara Simon, Delilah Blackwood, Édouard Fortescue et le révérend Lickfield. La soirée était présentée comme une soirée conviviale, avec du sherry, du gâteau aux graines et la célèbre tarte aux groseilles de Miss Marple. Mais personne, remarqua-t-elle, n'était vraiment à l'aise. Édouard jouait avec son bouton de manchette. Delilah fumait sans son flair habituel. Clara était assise, raide, la tasse de thé intacte. Le curé tenta une conversation polie, mais ses yeux se posèrent souvent sur la fenêtre. Ce ne fut qu'après que la tarte eut été servie et que le deuxième thé fut servi que Miss Marple prit la parole. « Je me demande vraiment, » dit-elle doucement, « combien d'entre nous se souviennent que Lily avait crié avant que la bague ne disparaisse. » Un silence profond s'installa dans la pièce. « C'est elle qui a attiré notre attention, » poursuivit Miss Marple. Et puis, tout aussi soudainement, elle disparut. Curious figure. Clara reposa sa tasse avec un léger tintement. « Vous dites que Lily a pris la bague? »« Oh non, » répondit Miss Marple. « Je dis que quelqu'un s'est servi de Lily. Peut-être même l'a-t-il soudoyée. Peut-être l'a-t-il effrayée. Assez pour la faire disparaître ensuite. Je me demande pourquoi. » Personne ne répondit. Delilah écrasa ses cigarettes. « Et vous pensez que l'un de nous le sait? » Miss Marple lui adressa un petit sourire. « Je pense que l'un de vous est très nerveux. J'ai trouvé le mauvais indice. Mais voyez-vous, je ne l'ai pas trouvé. » Elle se leva, fouilla dans le tiroir à côté de sa chaise et posa le bouton du jet sur la table. Je crois que cela provenait d'un gilet très particulier. Un gilet vintage, porté par un homme en deuil, ou peut-être un homme lié à la mémoire de sa mère. Un homme qui l'avait peut-être porté ce jour-là. Edward Fortescue Pallet. La voix de Miss Marple a séduit. Mais vous n'avez pas volé la bague, n'est-ce pas, Monsieur Fortescue? Je crois que vous avez vu quelque chose. Ou quelqu'un. Et vous avez peur depuis. Il déglutit difficilement. Je ne voulais pas mentir. J'ai juste menti pour me protéger, dit Miss Marple. Ou pour protéger quelqu'un d'autre. Les mains d'Édouard tremblaient sur ses genoux. Le silence régnait dans la pièce. La tension était palpable. Miss Marple regarda à nouveau autour d'elle. « Je crois, » dit-elle doucement, « que nous sommes plus proches que jamais de la vérité. Mais avant que la vérité ne soit révélée, il nous reste une chose à découvrir. » Elle croisa les mains. « Où est la bague maintenant ?» La question flottait dans l'air, muette et pourtant indéniablement forte. Où est la bague maintenant? Personne ne répondit à Miss Marple. Pas immédiatement. Le silence dans la pièce était épais, étouffant, chacun attendant que l'autre bouge, respire, parle. Le petit salon du cottage de Miss Marple
d'habitude si chaleureux et animé du doux rythme d'une bouilloire et des conversations, pesait maintenant comme un poids glacé. Édouard Fortescue était assis, les deux mains serrées sur sa tasse de thé comme un homme cherchant un canot de sauvetage. Delilah fixait les braises mourantes dans l'âtre, sa cigarette en équilibre entre deux doigts, complètement oubliée. Clara Simon semblait sur le point de s'évanouir, mais n'avait aucune intention de le faire devant qui que ce soit. Le révérend Litfield semblait complètement perdu, les mains jointes, le regard passant d'un invité à l'autre, priant silencieusement, peut-être, pour que l'orage passe sans nouvel éclair. Miss Marple sirotait son thé, parfaitement sereine. Elle ne les regardait plus. Elle semblait regarder par la fenêtre, où le ciel avait viré au bleu crépusculaire et où les ombres s'allongeaient sur le jardin. Elle attendait. Le silence, elle l'avait appris depuis longtemps, n'était pas une absence de communication. C'était souvent là que la vérité choisissait de respirer. Finalement, Édouard parla d'une voix hésitante, à peine plus aucun murmure. « Je n'ai pas pris la bague, je le jure, mais j'ai vu quelque chose cet après-midi-là. J'ai eu terriblement peur de ce que cela pouvait signifier. » Miss Marple hocha la tête, mais ne l'interrompit pas. « Je suis rentré avant que le thé ne soit servi, » poursuivit-il d'une voix brisée. « Juste pour me calmer. Il y avait trop de monde dehors, trop de regards. Je passai devant le salon et vis Lily, debout, contemplant quelque chose dans sa main. C'était la bague. » Clara haleta, mais Miss Marple se contenta de dire « Et qu'en a-t-elle fait ?» Elle ne m'a pas remarqué. Elle la tenait à la lumière, l'admirant comme quelqu'un qui n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Mais elle avait l'air nerveuse, effrayée même. Puis elle entendit des pas, je crois, et elle la glissa dans une petite pochette qu'elle cacha derrière le rideau. En se retournant, elle m'aperçut, et j'ai lu la peur dans ses yeux. Elle courut. Delilah poussa un long soupir. Alors, elle l'a prise. « Je ne sais pas, » dit Édouard d'un ton misérable. « C'est ça le problème. Peut-être l'a-t-elle trouvée. Peut-être que quelqu'un d'autre l'a laissée là pour qu'elle la trouve. Mais elle était partie dans l'heure. Et quand je suis retourné voir derrière le rideau, la bague n'était plus là. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Quelqu'un d'autre l'avait donc récupérée avant vous. Et Lily? Lily n'était pas censée être suspecte. Elle était une distraction. Une distraction commode. Pauvre fille. » Clara se leva, les yeux flamboyants. « Alors où est-elle maintenant, Jane? Si ce n'est pas avec Lily, alors avec qui? » Miss Marple leva les yeux vers elle, sereine. « Voilà, chère Clara, ce que j'ai l'intention de découvrir. Et j'ai une petite idée de la façon dont nous pourrions faire éclater la vérité. » Delilah haussa un sourcil. « Que proposez-vous? Un autre goûter ?» Miss Marple lui adressa un sourire ironique. « Quelque chose de bien plus simple. Un piège. » Elle se leva et ramassa son tricot sur ses genoux. « Demain, les Topham organisent une vente aux enchères, n'est-ce pas? Des bricoles, des bijoux de seconde main. J'ose dire que la bague pourrait réapparaître, mais peut-être pas de la manière attendue. Le voleur, s'il est malin, et je soupçonne qu'il ne prendra pas le risque de la vendre en l'état. Mais peut-être que quelque chose a été altéré, déguisé, remis à neuf. Un décor différent, demanda le Reverend Litchfield. Une nouvelle monture, exactement, dit Miss Marple. Et je propose que nous y assistions. » Ainsi, le lendemain après-midi, les villageois se rendirent une fois de plus aux ormes. La vente aux enchères se déroulait sous un chapiteau sur la pelouse, avec des tables drapées de lin et des étalages de cuillères en argent, de vieilles vaisselles et de bibelots de l'époque coloniale. Miss Marple arriva avec Clara d'un côté et Édouard Fortescue de l'autre. Delilah arriva en retard, élégante, avec un foulard bleu foncé et des lunettes noires, comme pour défier quiconque de la soupçonner de quoi que ce soit. Le colonel Topham présidait la cérémonie avec une cordialité forcée, sa moustache tressaillant de temps à autre comme s'il sentait une odeur indéfinissable. Madame Topham resta à l'étage, bien sûr. Toujours d'humeur délicate, il raconta à tous ceux qui le demandaient, c'est-à-dire à tout le monde. Miss Marple examina les tables lentement,
méthodiquement, notant chaque broche, pendentif et breloque. Beaucoup n'avaient que peu de valeur, vestiges sentimentaux du passé d'un empire. Mais au fond, près d'un écrin de velours contenant des bagues fantaisie, ses doigts s'arrêtèrent. C'était une pièce simple, une monture en argent, ornée de ce qui semblait être une pierre de verre bleu. Mais la teinte était fausse, pas tout à fait du verre. Et la taille? Raffinée. Trop raffinée pour quelque chose d'aussi humblement exposé. Miss Marple la ramassa. Un spinel synthétique, dit le colonel en se matérialisant à côté d'elle. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Livré dans un écrin avec d'autres curiosités. Sans grande valeur. Miss Marple tourna délicatement la bague, les yeux plissés. Quelle curiosité! La monture est nouvelle, moderne, mais la pierre, elle, est familière. Elle la posa sans un mot et s'éloigna. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à observer. Ce soir-là, Miss Marple convoqua une deuxième réunion, cette fois plus petite, plus silencieuse. Just le Colonel Topham, le Reverend Litchfield E.T. Edward Fortescue. Ils s'assirent de nouveau dans son salon, le thé fumant sur la table. « Colonel, dit doucement Miss Marple, la bague sur votre table aujourd'hui. Celle étiquetée synthétique. Êtes-vous certain de l'avoir fait expertiser? » Le Colonel remua Sir S.A. Chase. « Eh bien, on m'a dit qu'elle provenait d'un vieux coffret à bijoux d'Éléanore. Rien d'important. Pourtant, elle correspondait parfaitement à la forme et à l'éclat du saphir manquant, dit-elle. Celui-là même qui avait été récemment assuré et volé peu après. Le silence s'épaissit. Miss Marple se pencha en avant. C'était astucieux, dit-elle. Retirer la pierre, la placer dans une monture modeste et la faire passer pour sans valeur. La plupart des gens l'ignoraient. Mais les vrais saphirs ont un éclat que les imitations ne peuvent égaler. Le visage du colonel pâlit. « Je crois que vous l'avez fait replacer après la disparition de la bague, poursuivit-elle. Peut-être aviez-vous l'intention de la vendre discrètement. Ou peut-être quelqu'un d'autre dans votre foyer a-t-il pris cette décision pour vous. » Il se leva brusquement, les poings serrés. « C'est absurde. »« Non, colonel, dit Miss Marple d'une voix soudain ferme. Ce n'est pas absurde. C'est la fin d'un plan bien stupide. Et maintenant, il est temps que la vérité soit dite. Par vous ou par moi. » Un long silence s'ensuivit. Puis, du couloir, derrière le salon, une voix retentit. « Inutile, Miss Marple. Je vais parler. » La porte s'ouvrit en grinçant, et Madame Topham entra dans la pièce, pâle et posée, les yeux brillants de larmes retenues. « J'ai pris la bague, dit-elle doucement. J'ai mis en scène le vol. J'ai soudoyé Lily pour qu'elle hurle quand je le lui ai dit. Je voulais l'assurance. J'avais des dettes. Et j'étais désespéré. La succession était en faillite. Mon mari refusait de vendre quoi que ce soit. » Elle se tourna vers le colonel, dont le visage était devenu figé d'incrédulité. « Je n'avais jamais voulu que les choses aillent aussi loin. » Miss Marple la regarda tristement. « C'est rare, ma chère, mais un vol est un vol. Et finalement, la vérité ne peut être cachée, même sous une lumière saphir. » La confession, lorsqu'elle arriva, résonna dans la pièce, non pas comme un coup de tonnerre, mais comme une chute de neige, douce, inévitable, enveloppant tout d'un silence qui laissait peu de place à la respiration. Madame Topham se tenait dans l'embrasure de la porte, les pans de sa robe de chambre en soie pendant de ses épaules, la posture droite mais instable. La lumière de la lampe projetait une lueur sur son visage, illuminant les traits d'une femme non pas brisée mais creusée, façonnée par la lente érosion du désespoir. Mademoiselle Marple, toujours calme, ne se leva pas. Elle la regarda avec la gravité tranquille de quelqu'un qui avait déjà vu sous la confession et soupçonné la vérité, bien avant qu'elle ne soit dite. « Vous avez mis en scène le vol, » dit doucement Mademoiselle Marple, d'une voix presque compatissante. « Mais quand l'idée vous est-elle venue ?» Madame Topham expira, ses doigts tordant un mouchoir jusqu'à ce qu'il s'effiloche. « Je savais que la bague ne serait jamais vraiment à moi, dit-elle doucement. Pas vraiment.
Même lorsqu'Archibald me l'a offerte lors de son achat aux enchères, je sentais le regard de Clara posé sur elle. Ce jugement silencieux. C'était à elle, d'une certaine manière, parce que c'était à sa grand-mère. L'histoire se transmettait, le sentiment qu'elle pensait en faire la propriétaire légitime. Et peut-être avait-elle raison. Elle jeta un coup d'œil à Clara, assise immobile sur le canapé, la mâchoire serrée mais l'expression indéchiffrable. Puis vint l'assurance, poursuivit Madame Topham. Je n'avais pas l'intention de l'utiliser. Mais l'estimation était si élevée. Et la lettre du notaire, celle qui révélait l'historique contesté, dit Mademoiselle Marple. Elle hocha la tête. Cela changeait tout. Si la propriété pouvait être contestée si la vente aux enchères avait été une erreur, on pouvait me la retirer.